Africa. Ladies and gentlemen, please welcome back to the stage Dan. Mesdames et messieurs, veuillez à présent accueillir sur scène Monsieur Dan Shine. Bonjour à tous. C'est formidable d'être déjà de retour. Je suis particulièrement content à l'idée de pouvoir animer le panel qui va suivre au cours de la demi-heure ou heure plutôt qui va suivre, parce que je pense qu'il s'agit de questions très importantes. Sachez, soyez conscients que nous allons attendre de vous une participation particulièrement interactive, surtout pendant la première moitié de ce panel de discussion. En fait, il s'agit, le sujet est d'évaluer justement les échelles de transformation, justement, dont il peut être question. Et c'est très difficile parfois d'avoir des indicateurs ou des possibilités de mesurer finalement la transformation quand on parle d'idées ou de choses créatives. Et j'ai parmi les membres du panel ici l'honneur d'avoir des éminences en matière d'esprit d'entreprise autant qu'académique. Et je préciserai tout de suite qu'ils ont tous connu l'échec et pu en retirer les leçons tout en ayant ensuite connu le succès, bien entendu, fondé sur des croyances inébranlables sur l'avenir notamment Rose de l'Afrique, de sa créativité et de son renouveau. Alors, si je ne me trompe, je pense que j'ai ma liste bien dans l'ordre. Et sur ma gauche se trouve Tutu Aguiar, qui est Managing Partner chez Nubuki Investments. Il nous vient du Ghana. Ensuite, j'ai Shashi Boulouzoir, qui est PDG de l'Institut pour les technologies de transformation mondiale, qui nous vient des États-Unis. Juste à côté, nous avons John Gossier, qui nous vient de Philadelphie en ce moment, du moins, je crois. Donc, il est basé en ce moment aux États-Unis, même s'il est fondateur en réalité du groupe des 8A, Africa. Et à côté de lui se trouve quelqu'un ayant lancé les projets Awetu, qui lui vient d'Afrique du Sud et nommé Rob Leblanc. Alors, au cours des 20 minutes et 43 secondes qui nous restent, nous avons beaucoup de sujets évidemment abordés, mais ce que j'ai demandé pour être aussi systématique que possible était d'essayer de réfléchir aux grandes idées les plus provocantes, les plus exaltantes en ce moment, selon eux, à propos de ce qui se passe dans cette région et dans leur discipline aussi, dans leur domaine d'innovation, qui est celui de l'innovation justement par définition, et d'essayer de nous en parler aussi brièvement que possible en espérant avoir le temps de prendre quelques questions-réponses. Alors, donc, dans le désordre, on va peut-être commencer par Toutou, qui a eu l'occasion déjà de s'exprimer un petit peu plus tôt aujourd'hui et je crois a une grande idée à nous faire partager. Bien, bonjour à tout le monde. Beaucoup de conversations évidemment tournent autour de l'Afrique ou des développements, des institutions favorisant le développement et les actifs africains. Nous avons pu parler des minerais, des minéraux, des institutions financières. Et l'un des domaines qui, selon moi, est désastreuse concerne la gestion des données. Vous aurez peut-être entendu parler de l'IPO, que l'on appelle Alibaba, qui est une immense société chinoise arrivant sur le continent américain. Ce sont des sociétés autochtones qui, en réalité, ont pour propos de, comme vous le savez, interdire l'accès à Google, Facebook, etc., ou sur le sol chinois. Alors, personnellement, je ne crois pas en ce genre... en ce genre de credo politique, bien sûr, mais le comble et le pire est que donc non seulement on empêche l'accès à ses propres citoyens, mais on essaie d'extraire les données existantes sur ces réseaux sociaux pour pouvoir les exploiter stratégiquement. Si vous voyez ce qui se passe en Inde en ce moment, eh bien vous remarquerez qu'ils ont développé leur propre, bien sûr, géants. Amazon, Google et Facebook existent aussi en version indienne. Ils ont donc les données qu'ils supervisent eux-mêmes et auxquelles personne n'a accès. Je peux vous garantir aujourd'hui que le gouvernement américain probablement dispose de beaucoup plus d'informations sur vos propres petites vies et données individuelles que vous-même. Alors, soit vous choisissez de les interdire, effectivement, pour pouvoir favoriser l'évolution de votre propre industrie ou de vos propres grands géants de l'industrie nationale, soit vous décidez de tout mettre en commun. Voilà, et c'est ça mon idée, d'arriver à gérer cela de façon mondiale.
Alors, une question rapide pour réagir à ce que vous venez de dire. Je crois que c'est une question importante qu'il faut poser. Où, selon vous, se trouve le forum idéal pour discuter de ces enjeux? Est-ce que ce serait au niveau du secteur privé, du secteur public? Est-ce que c'est une combinaison des deux? Est-ce que c'est un forum de ce style? Ou quelles sont les meilleures opportunités à saisir pour obtenir les meilleurs résultats, j'entends? Ma foi, c'est une question, c'est une gageure, effectivement. Je ne pense pas que les Nations Unies soient tout à fait idéaux, même si on parle des priorités à développer dans le cadre du millénium. On pourrait rajouter sur la liste, c'est vrai, l'accès aux données personnelles pour tous les Africains et les autres continents de la planète pour pouvoir exploiter de façon optimale toutes les ressources. Mais on pourrait imaginer aussi soumettre cela au Forum économique mondial. Parce qu'après tout, ça nous a mis 100 ans pour éveiller nos consciences au fait que les ressources naturelles devaient être une priorité à gérer de façon commune. Cela va nous prendre 100 ans peut-être aussi pour nous apercevoir de l'urgence de traiter de la gestion de ces données. Alors maintenant, je vais me diriger vers l'autre côté du panel en parlant à Rob. Et donc là, enfin, Rob pourrait peut-être soulever les choses pour commencer de façon plus personnelle par rapport à ces activités dans le cadre du forum et du projet Awetou. Mais quelles sont en gros les grandes idées auxquelles vous vous intéressez en ce moment? Bien, merci. Je pense que pour nous, les idées principales tournent autour des gens, en réalité. La façon dont la perspective avec laquelle au travers de laquelle, le prisme au travers duquel on étudie son propre continent. Alors, il y a de nombreuses choses qui, en général, s'analyse à travers les paradigmes occidentaux, depuis les secondaires, les écoles primaires ou secondaires d'ailleurs. Les ressources humaines sont formées en général pour créer de la croissance économique, mais le problème, c'est que cela ne fonctionne que pour 5 ou au plus 10% des gens sur le continent, en tout cas dans le cas de l'Afrique. Alors, ce que nous pensons, c'est que les talents sont distribués, en tout cas sur un plan statistique, de façon beaucoup plus normale. Donc, ça ne se peut pas faire que les 5 ou 10 personnes passant le filet, si vous voulez, de ces statistiques correspondent aux 5 ou 10% de meilleurs talents des ressources humaines. Donc, c'était une énorme déperdition d'énergie et de compétences. Alors, ce que nous essayons d'étudier, c'est des façons normalisées d'accéder à l'économie à travers une série d'investissements et d'infrastructures que nous essayons de développer dans notre projet. C'est-à-dire essentiellement baisser les barrières aux entrants économiques qui permettraient à 90% des gens d'exprimer leur talent et de se constituer en start-up, par exemple, pour se lancer dans l'aventure économique. Donc, bon, le message au bout du compte est que nous ne pouvons plus conserver les mêmes paradigmes de méritocratique ou de sélection des ressources du personnel au vu du développement qui doit d'ailleurs s'accélérer par ailleurs dans une autre direction. Très bien, je pense qu'effectivement, lorsque vous parlez de nouvelles façons de recruter ou de repérer, d'identifier les talents, vous parlez aussi de meilleure collectivité, entre guillemets, entre ces talents et les systèmes traditionnels peut-être préexistants, ce qui est intéressant parce que, évidemment, la question, c'est de savoir si le système traditionnel doit continuer à exister, entre guillemets, ou s'il faut tout remettre en question à la fois. Mais, alors, ma question suivante sera... jusqu'à où en amont remontez-vous pour essayer de les prendre, entre guillemets, au berceau ou pas, ces talents, ces ressources humaines? Eh bien, nous avons été jusqu'à 15, 16, 17 ans, en fait. Nos programmes s'orientent jusqu'à là, même si notre niche préférentielle est plutôt entre les 22 et les 28, dans le créneau donc, des 22 à 28 ans, c'est-à-dire ceux qui sortent tout de même de l'école secondaire et qui commencent déjà à entrevoir quelles sont leurs vocations, leurs volontés professionnelles. Voilà. Merci beaucoup. Alors, John Gosier, vous avez été impliqué dans de nombreux compartiments de cette grande machine, de ce système. Et donc, parlez-nous un petit peu de votre idée à vous. Eh bien, oui, vous l'avez dit, j'ai vu beaucoup d'aspects de cette question. Sur le continent, en dehors du continent, en tant qu'investisseur sur le continent ou en dehors du continent. Une des choses évidentes pour moi au fil du temps est que l'une des raisons
pour les investisseurs étrangers, mais même les investisseurs nationaux, pour investir ou ne pas investir dans le continent, et l'accès ou le non-accès aux données. La façon dont nos activités sont construites ici, c'est une façon très informelle, n'est-ce pas? C'est basé sur les relations. Et donc il est très difficile pour les gens qui ne font pas partie de ce réseau d'y rentrer et de faire du business. Donc notre idée, et c'est la nouvelle société que j'ai lancée avec quelques collègues, est de mettre en place une solution qui permet de recueillir des informations sur les sociétés qui existent et de mettre en relation ces informations avec les réseaux. Et c'est donc une espèce de moteur qu'on met en place. Donc des données financières qui deviennent accessibles de telle façon que les investisseurs puissent prendre de meilleures décisions. C'est certainement une des raisons pour lesquelles les investisseurs hésitent. L'absence d'accès aux données et aux données financières. Quelle méthodologie ou quelle est la recette secrète qui font que les gens vont avoir confiance dans les données auxquelles elles ont accès? C'est une excellente question. Ce que nous faisons, c'est que nous mettons en place des relations comme avec le terminal Bloomberg. Nous mettons en place un réseau solide avec les gens qui permettent d'avoir un bon réseau, qui donnent un bon aperçu de leurs connaissances, mais ça n'est pas suffisant. Donc nous prenons aussi des informations disponibles sur l'ensemble du continent, sur chaque pays, les performances de chaque pays. Si vous êtes une société de 100 millions de dollars au Nigeria, ça n'est pas la même chose que d'être la même société dans l'Ouganda. Vous ne voulez pas les mêmes informations. Autre point, dans, par exemple, une école d'art, c'est là d'où je viens, donc je suis très visuel. Donc la visualisation me semble un très bon outil pour bien aider à comprendre des idées complexes. Donc la visualisation, par exemple, des données complexes. Je pense qu'effectivement, ceci est un facteur d'accélération. Sachi? Vous avez pris part, et vous êtes professeur à Berkeley, donc vous avez plusieurs casquettes. Quelle est pour vous la chose la plus excitante qui va arriver et qui devrait être réalisée? Je suis d'accord avec la philosophie et les idées qui ont été dites ici. Je viens d'Inde et je travaille aux États-Unis. Je partage ce qui vient d'être dit. Au Berkeley National Lab, notre travail, le travail de notre institut est de développer des produits à partir de la recherche et développement pour atteindre et développer des produits à mettre sur le marché. En Inde, et grâce à mon expérience de l'Inde dans les dernières décennies, je me rends compte que les personnes dans les pays émergents ont à faire face à un certain nombre de défis dont on a parlé, les infrastructures, le manque de capital humain, les institutions qui ne sont pas encore suffisamment fortes. Je dirais que nous avons besoin de technologies encore meilleures, encore plus que ce que les pays qui sont déjà développés ont besoin. Si vous rapprochez cela des moyens et des besoins et de ce que l'on a dit jusqu'à maintenant à propos des données et des personnes, une des choses qui me semble manquer
Et cette notion d'identification, c'est-à-dire que dans le monde développé, les organisations, comment se fait-il qu'elles arrivent à vendre ce qu'il faut, ce qui est demandé? C'est parce qu'elles ont accès à des données, elles peuvent les analyser avec les techniques de comportement, et elles savent, ces sociétés, qui nous sommes, avec le numéro de sécurité sociale, la date de naissance, etc. Dans beaucoup de pays en voie de développement, comme les institutions n'ont pas encore cette capacité d'avoir ces informations sur les personnes, comme par exemple la date de naissance, eh bien, il faudrait peut-être aller directement à l'identification biométrique. Ainsi, on pourrait avoir cette reconnaissance de la personne par l'État et on pourrait mettre en place des applications extrêmement développées qui permettraient aux fournisseurs de services de reconnaître cette personne comme une personne unique, reconnue comme telle, et que si on prend l'ensemble de la population de l'Afrique, ça n'est pas qu'un seul segment. Il faut la segmenter justement de telle manière qu'on puisse arriver à une segmentation la plus fine possible jusqu'à l'individu. Donc ma grande idée, c'est d'aller vers des systèmes sophistiqués pour utiliser les empreintes, les digitales, biomédicales, pour arriver à l'identification. Oui, je crois qu'effectivement, ceci est très important, mais alors on touche là aussi à des problèmes de protection des données. En Afrique, ceci pourra peut-être se faire, mais aux États-Unis, ça n'est pas possible parce qu'il y a déjà en place des réglementations qui empêchent ceci. Donc, par exemple, dans l'Ohio, c'est pas possible. Donc, d'une certaine manière, vous avez un avantage là que l'on pourrait considérer aussi comme un désavantage. J'aimerais que ce que l'on fasse dans le petit temps qui nous reste et de regarder les opportunités, les risques pour les gens qui vont se lancer dans l'aventure et qui vont devenir des entrepreneurs. Soyez honnête, s'il vous plaît. Je vais vous demander quel est votre plus gros échec. Et soyez honnête, s'il vous plaît. Eh bien, pour moi, j'ai passé 20 ans à travailler dans une banque d'investissement suisse sur les pays émergents, notamment en Afrique. Donc tout ce que j'ai fait en management, en développement, est maintenant concentré sur l'Afrique. Mon plus gros échec est de ne pas avoir commencé cela il y a 10 ou 15 ans. Donc, en fait, c'est ça, j'étais en retard. Et si j'avais commencé plus tôt, je pense que j'aurais pu me rendre compte de l'impact plus important. Donc, voilà, c'est cela. Sachi, rapidement, s'il vous plaît. Pour moi, c'est de ne pas comprendre ou avoir compris la chaîne de valeur globale. À partir de mon expérience indienne, une des grandes leçons dans l'industrie pharmaceutique, on n'a pas besoin d'être nécessairement les premiers. Par exemple, on sait très bien que l'Inde fait de très bons médicaments génériques. Donc, le fait de reconnaître que dans certains pays qui font partie, que certains pays ont leur place dans la chaîne globale de valeur. Moi, en tout cas, je suis divorcé, donc ça, c'est certainement un de mes plus gros échecs. Mais c'est pas, bon, c'est un peu hors sujet. Mais une de mes premières expériences d'investissement sur le continent est de ne pas avoir compris la dynamique de l'Afrique. C'est différent. On n'a pas les mêmes besoins en capital. Le secteur privé, c'est différent. Il faut regarder à plus long terme. C'est cette façon
très particulière de mettre en place les relations entre les investisseurs et le secteur public. Donc mes premières expériences d'investissement sur le continent n'ont probablement pas été faites au mieux. Et je crois que maintenant, je peux prendre des décisions bien meilleures. J'ai pas de blagues non professionnelles. Donc, encore une fois, ça doit être quelque chose qui vous vient vraiment à l'esprit comme ça. Hein. Si je reviens dans le contexte, un des gros échecs dans les premières années, ou dans la première année et demie, était un pari qu'on a mal fait sur des calculs économiques concernant les personnels, la façon dont on a modélisé le secteur informel, la façon de séparer les données, la façon dont on a mis en place nos bases de données au départ. On l'a fait, en fait, si je veux faire court. On a été un peu naïf, faut dire. En tant qu'entrepreneur, on a mis en place une valeur ajoutée, mais on n'avait peut-être pas mesuré un certain nombre de barrières. Et donc ne pas mal percevoir ces niveaux de perception économique à cette époque a été probablement un échec. Aujourd'hui, on sait le faire et on a appris de cela. S'il vous plaît. Et vous, c'est quoi, vous, votre plus gros échec? Moi, j'en ai des tonnes. En général, j'arrive trop tôt pour les nouvelles technologies. J'ai eu la première boutique App Store, mais beaucoup trop tôt. Voilà. Donc, et souvent, on a investi et malheureusement, on n'a pas pu tenir jusqu'à ce que le marché soit mature. Et en ce qui concerne l'aspect personnel, alors là, j'en ai des tonnes. Bien, cela dit, je voudrais... le groupe peut prendre 2 questions. Monsieur ici... Passez les micros, s'il vous plaît, et puis il y en aura une autre. Et une de plus, s'il nous reste du temps. S'il vous plaît. Soyez bref. Je vais repartir sur l'échec. J'aimerais savoir quelle a été la place de l'échec dans votre réussite jusqu'à ce jour. Great question. Ça, c'est une sacrée question. Qui est-ce qui veut y répondre? On a eu une grande discussion dans un panel où on a parlé des échecs. Et j'ai dit que il faut être vraiment... il faut prendre l'habitude de se planter, si vous me passez l'expression, pour réussir. Personne ne cherche l'échec, il faut dire. Mais quand vous êtes dedans, c'est là où vous vous rendez compte comment vous allez pouvoir changer pour faire mieux. Et pour faire en sorte que la prochaine fois, justement, vous ne vous retrouviez pas en situation d'échec. Donc, voilà, dépasser les échecs, c'est ce qui est important pour vous. Une autre question? CEO of EasyGo Service. To your experience, what... De votre expérience, quelles sont les 3 plus importantes étapes à prendre pour rendre un business, pour faire qu'un business réussisse? Allez-y. Rob. Il faut avoir une équipe. Il faut que vous ayez une équipe autour de vous avec des gens super. John. Apprendre rapidement et quand vous êtes en échec, que les échecs soient brefs. Comprendre ce que la stratégie est et les différences entre la stratégie et la tactique. Un vrai
une vraie croyance, une vraie foi dans ce que vous faites. Si vous le faites que seulement pour un gain financier, les gens qui viennent me voir, s'ils ne sont pas absolument convaincus de ce qu'ils veulent faire, eh ben moi non plus, je suis pas convaincu. Mais c'est important. Donc voilà, vous avez l'équipe, la stratégie, croire en ce que vous faites. Voilà, vous avez vos réponses. Donc dans la partie maintenant, pour cette session, je voudrais tous vous remercier, s'il vous plaît. Restez à vos places parce que je vais continuer. Je vais continuer et on va continuer à bien s'amuser. So, as we stay here, Bon. Alors, puisque nous restons sur scène,